un pouvoir parallèle, une force occulte, un État dans l'État. Peu importe l'influence qu'on lui prête, la franc-maçonnerie a depuis toujours alimenté toutes sortes de fantasmes. On dit que on ne peut pas constituer un gouvernement sans qu'il y ait au moins un ministre franc-maçon. Je suis rentré en franc-maçonnerie au milieu des années 90, ça devait être en 95 précisément. J'appartiens effectivement à la maçonnerie, mais je considère que c'est une affaire privée. La maçonnerie n'est pas un pouvoir dans l'État. Elle a quand même son mot à dire dans l'évolution de la société, et elle le dit. On ne peut pas dire que la franc-maçonnerie en France n'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir. Une institution et, a fortiori, un réseau, c'est un peu comme un iceberg. Il y a l'influence visible et puis il y a l'influence invisible. Ce qu'elle pèse aujourd'hui, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Comment cette société de pensée fondée à la fin du XVIIIe siècle est-elle passée de la réflexion philosophique à l'action politique, au point de marquer de son empreinte la fondation de la République? La franc-maçonnerie inspire-t-elle encore certaines lois de la République? Est-elle encore un réseau avec lequel il faut compter? C'est pas des réseaux, ce sont des hommes et des femmes qui partagent des valeurs. Et ensuite, on dit ils se font la courte échelle, mais en réalité, ils se comprennent un peu mieux. La franc-maçonnerie est un laboratoire d'idées et elle n'est que ça. On vient à la Grande Loge nationale française véritablement rechercher une certaine élévation spirituelle et je dirais un certain perfectionnement moral. Je crois qu'on connaît mal la franc-maçonnerie en général et la franc-maçonnerie féminine en particulier. C'est parce qu'on la connaît mal qu'on en a peur. La République et le système ont besoin de gens sûrs et disponibles, ne remettant pas en cause la légitimité de l'État. Alors ce qui est intéressant dans la franc-maçonnerie, c'est qu'elle ne complote pas, paradoxalement. Elle est extrêmement légitimiste. C'est sous le Second Empire que les francs-maçons s'emparent de questions politiques et préparent l'avènement de la Troisième République. Les loges accueillent de nombreux républicains qui luttent contre le régime en place, autoritaire, conservateur et soutenu par l'Église catholique. Les républicains francs-maçons du XIXe siècle sont partisans d'une action légale, même si effectivement on peut mentionner quelques situations un peu exceptionnelles, comme par exemple, évidemment, le siège de Paris et la Commune en 1870, où dans une situation qui est clairement une situation insurrectionnelle, on va trouver des francs-maçons. Je crois qu'il faut bien comprendre ce qu'est le monde politique, la société politique française dans les années 1870. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas d'associations. Elles sont interdites par la loi, elles le seront jusqu'en 1901. Et par conséquent, la franc-maçonnerie est la seule organisation étendue sur le plan national. Il y a à ce moment-là à peu près 10 000 francs-maçons en France, 400 ateliers, loges maçonniques, et ce groupe est en adéquation complète avec les hommes qui sont en train de fonder la Troisième République. Il y a tout un maillage du territoire national, parce que les loges, depuis 2 siècles alors, sont répandues sur tout le territoire national. Et dans la plus petite sous-préfecture ou chef-lieu de canton, il y a une loge où sont présents le maire, le médecin, l'avocat, le notable local, et d'ailleurs souvent aussi les représentants de la police. Ce sont ces gens-là qui vont en quelque sorte imprégner le territoire de leurs idéaux républicains. Et ils vont participer à l'action politique d'une manière légale. Ça veut dire, clairement, il faut qu'on parvienne à gagner les élections.
les loges à cette époque préparent les candidatures, suscitent les candidatures, essaient de trouver dans leur rang, bien entendu, un candidat. Si le candidat n'est pas franc-maçon, ce qui peut arriver, mais qui paraît le mieux placé dans le camp républicain, on le soutient. Cette symbiose qui s'établit au sein de l'élite républicaine entre les dirigeants politiques et l'appartenance à la franc-maçonnerie explique que dans les débuts de la Troisième République, une grande partie des ministres, des présidents du Conseil, des présidents de la République eux-mêmes ont appartenu les uns et les autres à la franc-maçonnerie. Il ne faut pas oublier que parmi les fondateurs de la Troisième République, vous avez Gambetta, Jules Ferry, qui sont les deux grands noms de la fondation de la Troisième République, et tous les deux sont francs-maçons. À partir de 1880, les différentes victoires des candidats républicains vont permettre aux francs-maçons d'entrer massivement à la Chambre des députés et au Sénat. Plus d'un tiers des parlementaires est alors franc-maçon. Une partie des sujets de société discutés dans les loges depuis des années vont ainsi devenir des textes de loi de la République. L'un des plus emblématiques, la loi de 1881, fondatrice de la liberté d'expression. La loi de 1881, c'est toujours la loi qui signale qu'on n'a pas le droit d'afficher. Mais la loi de 1881, ce n'est pas une loi de défense. C'est une loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'afficher n'importe où parce que désormais on a le droit d'afficher quelque part. On a le droit d'afficher ses opinions, mais bien entendu, il faut le faire dans l'ordre. Donc il y a des zones d'affichage dans les villes où l'on peut exprimer ses opinions. Mais avant, on n'avait pas le droit du tout. Et puis surtout, la partie essentielle de la loi de 1881, c'est d'établir la liberté de la presse. La presse, désormais, est libre. On peut imprimer et vendre toutes les opinions qu'on souhaite défendre. Évidemment, ça c'est l'article 1 de la possibilité même d'établir une société plurielle, une société de liberté, que toutes les opinions puissent librement s'exprimer, comme elles se sont toujours librement exprimées au sein des loges, où l'on a le droit de tout dire, et depuis longtemps. Eh bien, il faut que cette pratique de la loge, elle s'ouvre à la société dans son entier. Donc, la loi de 1881, c'est finalement la première pierre de l'édifice de la République maçonnique. C'est une incroyable bouffée de liberté qui déferle sur la France. En 1885, on dénombre la publication à Paris de 1540 titres de journaux. Le quotidien devient un produit de consommation courante, autorisant la circulation des idées, enflammant l'opposition entre les tenants de la République et ceux de l'ordre ancien. L'explosion d'hostilité à la République que manifeste l'Église catholique va probablement être un des éléments, sans doute pas le seul, mais un des éléments qui vont conduire la franc-maçonnerie à passer de ce socialisme spiritualiste qui était certainement anticlérical mais qui n'était pas anti-religieux, à quelque chose de tout à fait différent, où va apparaître l'idée de la morale laïque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit la République sera sociale et laïque. Parce qu'on a finalement acquis la conviction dans les milieux républicains, et singulièrement dans les milieux républicains et maçonniques, qu'on ne pourra jamais plus espérer concilier la République et l'Église catholique. Cette laïcisation de la société, c'est Jules Ferry, un franc-maçon, ministre de l'Instruction publique, qui l'entreprend. Il révolutionne l'enseignement. Désormais, l'école sera obligatoire, gratuite et laïque pour les enfants de 6 à 13 ans. Ce ne sont plus les curés qui enseignent, mais des instituteurs formés par la République dans les toutes nouvelles écoles normales. Autre bouleversement profond de la société, les filles ont droit à l'instruction publique. C'est la création des écoles pour jeunes filles.
Dans la société française en pleine mutation, l'anticléricalisme devient un véritable combat et fractionne le pays en deux camps, républicains et cléricaux. La bataille laïque se poursuit. Les francs-maçons font voter une loi autorisant le citoyen à choisir ses funérailles, civiles ou religieuses. Mais la loi qui va provoquer le plus d'hostilité des milieux conservateurs est celle que défend Alfred Naquet, un franc-maçon. En 1886, on a enfin le droit de divorcer. Dans le mois qui suit le vote de la loi, les tribunaux enregistrent plus de 6000 demandes de divorce. La France s'apprête à clore le 19e siècle et à entrer dans le 20e siècle. Le cinématographe vient d'y être inventé. Les expositions universelles témoignent de la foi de la société dans les progrès scientifiques et techniques. À la Chambre des députés, les francs-maçons dominent. L'une de leurs grandes idées, la liberté d'association, va devenir une loi en 1901 qui doit consolider la construction d'un pays démocratique. Désormais, on a le droit de s'associer et donc de fonder un parti politique. C'est en juin 1901 que se réunit un congrès formateur d'un parti qui se veut républicain, radical et radical-socialiste, c'est-à-dire qui est supposé rassembler toutes les nuances du parti républicain. Quelques 500 comités, des journaux, des élus de toute nature et 155 loges maçonniques, qui sont, avec tous leurs adhérents, membres effectifs du Parti radical. Le Parti radical domine la vie politique française. C'est l'âge d'or de la franc-maçonnerie. Elle est devenue le ciment du nouveau régime que ses adversaires désignent comme la République des frères. Est-ce que cette franc-maçonnerie est en quelque sorte un gouvernement occulte, comme l'affirment par exemple les catholiques, qui en sous-main dirige la République et dont les hommes au pouvoir ne seraient en quelque sorte que les marionnettes? Le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, qui est donc l'instance suprême du Grand Orient de France, dans l'une de ses séances, va pratiquement fixer mot à mot le programme du gouvernement pour l'année à venir. Mais il faut bien préciser que dans ce même Conseil de l'Ordre siègent plusieurs ministres du gouvernement. Et que d'une certaine manière, le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France a presque la valeur d'un conseil de cabinet. Cette collusion entre le pouvoir politique et la franc-maçonnerie va connaître son point culminant en 1904. Après avoir laïcisé l'éducation, les républicains s'attaquent à l'armée, bastion supposé conservateur au cœur de la République. Le général André, ministre de la guerre et franc-maçon, va organiser un système de fichage des officiers dont l'objectif est d'identifier les militaires anti-républicains ou trop ouvertement catholiques. Le système consiste à demander aux loges des renseignements sur les officiers qu'elles connaissent. Et éventuellement à faire des enquêtes, on pourrait presque dire des filatures. Et à envoyer ces renseignements sur des fiches qui seront centralisées par le secrétariat du Grand Orient de France et mises à la disposition du ministère de la Guerre. André va décider de qui passe au grade supérieur ou pas telle ou telle année. Et donc il a le tableau d'avancement qui concerne les états de service de l'officier, et à côté, il a la fiche qui lui est remontée par la loge de la ville où l'officier est en poste. 17 000 fiches de renseignements sont ainsi rédigées par les loges, bloquant la carrière de centaines d'officiers présumés anti-républicains. Parmi eux, un colonel qui n'oubliera pas, Philippe Pétain. Les anti-maçons vont faire éclater l'affaire et provoquer la démission du ministre et la chute du président du Conseil, Émile Combes, un franc-maçon, qui avant de quitter le pouvoir achève son chef-d'œuvre, la séparation des églises et de l'État. En 1905, la République est définitivement laïque. Quand on regarde
en détail la loi de 1905, on découvre des chapitres dont le titre est assez surprenant, puisqu'il y en a un qui s'intitule « De la police des cultes ». Quand l'État assure la police des cultes, je considère qu'il n'y a pas de séparation, mais qu'il y a d'une certaine manière une mise en tutelle, une mise en résidence surveillée. Et c'était très exactement l'objectif. C'est-à-dire, en quelque sorte, couper les ailes de l'Église de manière qu'elle ne puisse plus entraîner la société française. Par la force de la loi, des curés sont expulsés, des couvents fermés, des congrégations interdites. Les biens de l'Église sont inventoriés. Les francs-maçons deviennent les ennemis désignés des mouvements conservateurs. L'antimaçonnisme, courant de pensée né au XIXe siècle, puise dans cette haine toute la vigueur nécessaire à la revanche qui se trame. Les francs-maçons sont l'objet d'une triple accusation. D'abord, ils ont voulu instaurer la République contre la monarchie. Deuxièmement, ils veulent décatholiciser la France. Et troisièmement, ils constituent le véritable pouvoir. Car derrière l'apparence d'un pouvoir parlementaire, ministériel, il y a les loges. Il y a le Grand Orient, notamment. À partir du moment où la République est établie sur des bases solides et définitives, à partir du moment où l'Église catholique a perdu l'essentiel de son pouvoir, à partir du moment où les réformes concernant la vie familiale, l'éducation, la justice ont été accomplies, on peut dire que le programme intellectuel, le projet intellectuel de la franc-maçonnerie, qui est évidemment le projet républicain, mais que la franc-maçonnerie a porté largement, ce projet est accompli. Et qu'à ce moment-là, la franc-maçonnerie n'a plus en quelque sorte qu'à se retirer dans ses temples, à se retirer du forum, et à être peut-être une sorte de gardienne vigilante, mais rien d'autre. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. La franc-maçonnerie, encore une fois, non pas en tant qu'institution, mais par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses membres, s'est introduite dans l'appareil politique. Et elle y est restée. Elle y est restée, et un certain nombre de personnes influentes, des ministres, des présidents du Conseil de la Troisième République, sont notoirement connus pour être des francs-maçons. À partir de ce moment-là, les francs-maçons qui, dans la période précédente, apparaissaient comme ceux qui militent pour que naisse un nouvel ordre des choses, prennent une autre figure. Ils deviennent ceux qui profitent du système politique qu'ils ont établi pour continuer à le dominer indépendamment du jeu normal des institutions. Après la Première Guerre mondiale, l'antimaçonnisme et l'antisémitisme vont se conjuguer et créer un concept redoutable, facile à comprendre pour l'opinion publique, le complot judéo-maçonnique. Dans les loges, les antisémites s'étaient aperçus qu'il y avait beaucoup plus de juifs que dans la population réelle. Dans la partie, disons, la plus bourgeoise de cette communauté juive, dont beaucoup sont en France depuis le Moyen-Âge, le progrès de la société les amène parfois à se déjudaïser, à ne plus pratiquer la religion de leurs ancêtres. Et à ce moment-là, la maçonnerie apparaît comme certainement un moyen de s'intégrer plus rapidement à la société française, sans passer par la conversion au catholicisme, au protestantisme. Bon. Alors c'est un phénomène micro-sociologique, mais comme les antisémites et les antimaçonniques se recrutent dans les mêmes milieux,
qu'ils ont les mêmes procédures de délire intellectuel, il s'est dit, ça y est, c'est les mêmes. C'est les deux faces du même phénomène. On voit bien que si on regarde les choses objectivement, tout ça c'est de l'ordre du fantasme. Mais le fantasme, nous le savons en étudiant la psychologie, il obéit à une fonction, il a une utilité. L'utilité, c'est de trouver des boucs émissaires dans une Europe qui a beaucoup souffert de la Première Guerre mondiale, qui est complètement détruite par la crise économique de 29, et avec des élites politiques, notamment pour ce qui concerne notre pays, qui sont rongées par l'instabilité. Dans les années 30, les francs-maçons perdent de leur influence sur la politique, alors que le pays s'enfonce dans la crise économique et que les conflits sociaux se durcissent. En 1936, le Grand Orient et son bras politique, le Parti radical, soutiennent la coalition de gauche menée par Léon Blum. La victoire du Front populaire voit le retour éphémère de quelques francs-maçons dans des ministères régaliens, comme l'Intérieur ou l'Éducation nationale. Alors, il est évident que la présence d'un certain nombre de maçons dans des ministères importants a hystérisé l'extrême droite française, qui vraiment atteint le sommet de violence, notamment à l'égard de quelques hommes qui étaient en même temps d'origine juive, comme Jean Zay. Bon. La presse extrême droite se déchaîne. Le Front populaire n'est plus vu comme une action politique, mais comme, on pourrait dire, Satan déchaîné s'emparant de la France. Enfin, il y a des textes qui sont hallucinants, qui sont à la limite de la psychopathologie. Alors il est évident que le Front populaire a été le moment où se fait définitivement la symbiose criminelle entre l'antisémitisme et l'antimaçonnisme, et où l'alliage est fondu et désormais prêt pour le combat. Le combat qui va arriver avec l'état de Vichy. Juin 1940. La France a perdu la guerre. Les Allemands occupent Paris. La Troisième République, si chère aux francs-maçons, n'a plus que quelques jours à vivre. Les Allemands rentrent dans Paris. L'une des premières choses qu'ils font, c'est d'occuper le ministère de l'Intérieur, la présidence du Conseil, le ministère de la Défense, qui étaient des lieux stratégiques. Eh bien, le même jour, ils occupent le Grand Orient de France. Parce que dans l'imaginaire des nazis, la franc-maçonnerie, c'était l'âme de la République démocratique. Le 22 juin, l'armistice est signé. La République est à terre, et des parlementaires réfugiés à Vichy lui donnent le coup de grâce. Le vote des pleins pouvoirs à Pétain se fait par la Chambre du Front populaire, on l'oublie souvent mais c'est le cas. Évidemment, elle se fait avec des parlementaires francs-maçons qui croient à la solution Pétain par rapport au désastre. La consolation, c'est que parmi les 80 qui ne les ont pas votés, la très grande majorité est aussi franc-maçonne, donc ça soulage. Une partie de ceux qui vont voter pour Philippe Pétain ne votent pas pour des raisons idéologiques, pas forcément contre la Troisième République, en tous les cas pas forcément pour la Révolution nationale, mais ils votent donc pour que, pendant un laps de temps, ce Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun, en qui beaucoup de Français se reconnaissaient à l'époque, donc puisse avoir des pouvoirs temporaires. Et le petit père Pétain, 2 jours, 3 jours, 4 heures après, dit « Eh ben moi je fais ma petite révolution juridique, je vous crée l'État français ». Ce qui est beaucoup plus grave, c'est les milieux qui vont accompagner Pétain.
C'est-à-dire qu'avec le maréchal Pétain, arrivent en plein désastre national à la tête du pays les milieux les plus réactionnaires de la vie politique française. Et ces gens-là ont un certain nombre d'obsessions. Leur obsession, ça n'est pas d'assurer la vie quotidienne des Français. Leur obsession, c'est de détruire la République et tout ce qui soutient la République. Et ça sera ce qu'ils vont appeler la Révolution nationale, c'est-à-dire en fait une contre-révolution organisée, structurée, institutionnalisée. À partir du moment où on comprend que l'objectif de ces gens-là, ce n'est pas d'assurer le fonctionnement de la France dans la détresse profonde où elle se trouve. Leur objectif majeur, c'est pas ça. Leur objectif majeur, c'est enfin, on va pouvoir revenir sur tout l'héritage révolutionnaire, on va pouvoir défaire la République. Lors du premier conseil des ministres de l'État français, Pétain fait jurer sur l'honneur à l'ensemble de ses ministres qu'aucun d'eux n'est franc-maçon et s'il l'a été, que plus rien ne le lie à son ancienne obédience. Il s'agit pour le maréchal d'une véritable obsession qui va devenir l'objet de l'un des tout premiers décrets du nouveau gouvernement. En plein mois d'août 1940, il faut se souvenir de ce qu'est l'état de la France, des millions de gens sur les routes, la détresse absolue, la désorganisation totale. Ce qu'il faut avant tout, c'est assurer la sécurité des personnes, le ravitaillement, le rapatriement des biens et des personnes. Eh bien, qu'est-ce que fait le gouvernement de Vichy? Au milieu du mois d'août 1940, il publie un décret qui dissout la franc-maçonnerie. Comme si c'était une urgence absolue. La disproportion ahurissante entre l'état catastrophique du pays, qui vient de subir la plus gigantesque défaite militaire de son histoire, et cette décision, nous allons dissoudre la franc-maçonnerie, la disproportion est tellement monstrueuse qu'il faut s'interroger. La précipitation à prendre des mesures antimaçonniques est l'illustration de la profondeur de la haine. D'ailleurs, à cette époque-là, le maréchal Pétain a une phrase qui est terrible. Il dit « Un juif n'est pas responsable de sa naissance, un franc-maçon l'est toujours de ses choix ». Terrible ironie de l'histoire, c'est un franc-maçon repenti, Michel Pérouton, ministre de l'Intérieur, qui est chargé de la mise en application des décrets antimaçonniques. Il le fera avec zèle et une bonne connaissance du dossier. Toute la machine administrative s'est mise en branle à partir de là, alors à la fois du côté des préfets, des maires et des services de police. Et ça a été le point de départ de la création du service des sociétés secrètes. Et il s'agissait essentiellement d'avoir un fichier le plus complet possible des francs-maçons. En quelques mois, l'administration fait remonter au service des sociétés secrètes des milliers de noms de francs-maçons. Un deuxième décret ordonne, en août 1941, la publication de tous ces noms au journal officiel, les désignant ainsi à leurs concitoyens. On va en publier 18 000, donc des dignitaires ou assimilés. Mais que ces dignitaires, puisqu'ils ont été montrés à toute la France, perdent ipso facto leurs fonctions. Les fonctions de quoi? Eh bien, les fonctions qu'on va copier sur les fonctions qu'avaient perdues les Juifs français par la loi du 2 juin 1941. C'est-à-dire toutes les fonctions électives ou les fonctions de la haute administration publique ou assimilées. Il y a un modèle, c'est ces interdictions faites aux Juifs par la loi du 2 juin 1941. Eh bien, les maçons sera pareil. Et ça leur est interdit. Et en tous les cas,
comme pour les Juifs, ils perdent la possibilité d'être fonctionnaires. Et s'ils étaient fonctionnaires, ils étaient démis d'office dans les 2 mois. Mais le jour où on s'est mis à dire, dans le 3e canton de telle circonscription, messieurs un tel bidule et machin sont francs-maçons, monsieur truc est le vénérable de la loge, les gens commençaient à dire, ah bah attendez, la franc-maçonnerie, si vous voulez, mais le docteur Legrand, qu'on connaît bien, bon, il est peut-être vénérable de la loge, mais c'est quand même quelqu'un de bien, etc. Puis attendez, puis l'instituteur qui garde les enfants un peu plus tard quand il y a les récoltes, etc. Vous n'allez pas l'embêter, vous n'allez pas le... Bon, les francs-maçons, si vous voulez, en général, mais... Et donc, finalement, on s'est arrêté de publier ces listes parce que ça a été contre-productif. Naturellement, dans ces listes de milliers de noms, il y avait peut-être des gens qui avaient eu à certains moments des comportements pas remarquables, mais la plupart étaient des petits notables de la Troisième République qui étaient estimés par leurs concitoyens, qui jouaient un rôle dans la vie sociale, et donc Vichy s'est arrêté de publier ces listes à la suite d'un certain nombre d'échanges avec les préfets de Vichy qui ont dit, au contraire, loin de décrédibiliser la franc-maçonnerie, ça leur rend sympathique aux gens, donc arrêtez de publier des noms, continuez à dire du mal de la franc-maçonnerie en général, mais ne publiez plus de listes de francs-maçons. Dire du mal, c'est ce à quoi va s'employer le service des sociétés secrètes par la publication de revues antimaçonniques et l'organisation d'une grande exposition dans laquelle la franc-maçonnerie est présentée comme responsable de l'effondrement de la France. Au Petit Palais vient de s'ouvrir l'exposition maçonnique qui jette la lumière sur la curieuse et mystérieuse mise en scène établie par les francs-maçons qui prétendaient ainsi à impressionner leurs adeptes. La même année, le gouvernement français commande la réalisation d'un film de propagande au titre évocateur « Forces occultes ». Le financement est allemand. Le scénario et la réalisation sont confiés à 2 anciens francs-maçons, Jean-Marc Rivière et Paul Riche. Il est formel que tous les 2 étaient francs-maçons. Paul Riche, lui, non seulement il est franc-maçon, mais il est, la veille de l'armistice, il est vénérable d'une loge Grand Orient de France. Qui pouvait faire un film antimaçonnique mieux que 2 francs-maçons? Ah, ça c'est la question, et c'est la question qui fait que Forces occultes est resté ce film le plus étrange de toute l'histoire du cinéma, puisqu'il est le seul film antimaçonnique. Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les Juifs, et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie. Vous êtes tous des menteurs et des faussaires. Il sort au cinéma des Champs-Élysées à Paris et il a un succès public. 219 000 personnes, spectateurs la première semaine. 299 000 la deuxième semaine. Il n'y a pas une critique qui dit « c'est dégueulasse ce qu'on vend, ce qu'on nous montre ». Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je crois que tout cela a des conséquences qui se font sentir de nos jours encore, c'est-à-dire plus de 50 ans après, 60 ans après. C'est à partir de cette époque que les francs-maçons en France répugnent absolument à reconnaître leur appartenance. Et du coup, par une espèce de cercle vicieux, en refusant de décliner leur appartenance, ils alimentent la thèse selon laquelle si les francs-maçons se cachent, c'est qu'ils ont des choses à cacher. À l'heure de la Libération, après 4 années de persécution, le bilan pour la franc-maçonnerie est lourd. Des centaines de francs-maçons sont morts dans la résistance ou la déportation. La terreur a fait fuir la majorité des membres. Et en 1945, le Grand Orient ne compte plus que 6 000 adhérents. Et la Grande Loge de France, à peine 3 500.
la maçonnerie ne sort du trou noir qu'au début des années 50. Mais elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même, notamment quant à son implication dans le jeu politique. Parce que les francs-maçons ont commencé une réflexion sur eux-mêmes, et en particulier une réflexion critique. Et ils se sont dit, pourquoi y a-t-il eu, pendant 4 ans, un tel déchaînement de violence sur nous? C'est parce qu'on nous avait identifiés à l'appareil politique. Il n'y a pas d'autre raison. On nous avait identifiés à l'appareil politique. De sorte que si nous replaçons nos pas dans les pas de nos aînés, nous pouvons courir les mêmes risques. La France se reconstruit. Avec l'avènement de la 4e République, c'est le retour du régime des partis aux majorités mouvantes et instables. Toute préoccupée à régénérer ses forces vives, la franc-maçonnerie n'a plus de véritable influence sur les institutions de la République. Pire, elle est devenue malgré elle un fantôme du passé, la relique d'un régime ancien. La 4e République, contrairement à la 3e, est ouverte aux catholiques. Pourquoi? Parce que ce qui crée désormais la légitimité républicaine, ce n'est plus la laïcité, même s'il faut être laïque, naturellement, c'est la résistance. La France libre, la résistance. Quand un homme, une femme, puisque désormais les femmes ont le droit de vote, ont été de la résistance, soit derrière De Gaulle, soit derrière les mouvements de résistance, ils sont légitimés. Et c'est ainsi que le grand parti nouveau, c'est le MRP, le Mouvement républicain populaire, qui est un parti confessionnel, qui ne veut pas être un parti catholique ou un parti chrétien, mais bon, il n'empêche que c'est quand même un parti qui est dirigé par des démocrates chrétiens qui ont tous été plus ou moins dans des mouvements de jeunesse catholiques et qui pendant la guerre ont été des résistants. Désormais, les groupes qui dominent la vie politique française n'ont pas de rapport étroit, voire pas de rapport du tout, voire ne peuvent pas avoir de rapport avec la franc-maçonnerie. C'est le cas du Parti communiste qui a le vent en poupe depuis 1945 et qui, depuis les 21 conditions, interdit depuis 1923 toute appartenance à la franc-maçonnerie. En 1958, les francs-maçons sont désormais trop peu nombreux parmi les parlementaires, ou trop désunis, pour s'opposer au vote des pleins pouvoirs au général de Gaulle. De Gaulle le militaire, de Gaulle le catholique, de Gaulle qui représente aux yeux des francs-maçons une menace certaine contre les fondements de leur République. Certains disaient qu'avec le retour du général de Gaulle au pouvoir, la République allait être menacée. Il y a une très forte réticence au système institutionnel qu'il met en place, qui inquiète les maçons, qui n'est pas leur forme de république. On se souvient de cette fameuse conférence de presse où l'on demande au général de Gaulle s'il va maintenir les libertés fondamentales. Et où, évidemment, il saute sur sa chaise en disant « Mais ai-je jamais attenté aux libertés fondamentales, je les ai rétablies ». La tradition républicaine française, il ne faut pas oublier qu'elle s'est construite contre le bonapartisme, contre les régimes plébiscitaires. Et donc pour elle, tout ce qui est pouvoir du président, qui apparaît comme un pouvoir personnel, c'est le contraire même de la tradition républicaine. Les francs-maçons de cette époque s'interrogent sur l'opportunité ou non de revenir, comme ils l'ont fait auparavant, dans le jeu politique. Et finalement, leur réponse globale, la réponse individuelle, encore une fois, va varier. Les francs-maçons ne marchent jamais comme un seul homme. C'est même fondamental dans leur mentalité. Il y a un individualisme important. Mais leur réponse collective, ça va être que l'implication de la franc-maçonnerie ne pourra plus jamais être dans l'appareil politique ce qu'elle a été sous la Troisième République. Et à partir de cette époque-là, on voit une décroissance très importante de l'influence politique de la franc-maçonnerie en France. L'avènement de la Ve République sonne le glas d'une maçonnerie influente.
Dans les différents gouvernements du général de Gaulle, peu de francs-maçons, à l'exception de Philippe de Chartres, ministre de l'Équipement et du Logement. Le général savait que j'étais maçon, il savait que je ne serais pas l'œil de Moscou du Grand Orient de France à l'intérieur de son gouvernement et que mes capacités ne seraient pas toutes concentrées vers une volonté de changer le gouvernement en fonction des oukases du Grand Orient. Tout le temps où j'ai été ministre du général et de Georges Pompidou, j'étais vénérable de ma loge, la loge Paris. Et pendant tout ce temps, 2 fois par mois, je présidais ma loge et tout le monde le savait, les renseignements généraux le savaient. Et pour qu'on ne l'ignore pas, je me faisais conduire en voiture et je laissais devant la porte du Grand Orient ma cocarde allumée. Ce qui montre que le secret maçonnique, n'est-ce pas, est lui aussi un mythe. Dans les années 60 et 70, la franc-maçonnerie a probablement trouvé un nouveau moyen de s'insérer dans le jeu politique, en se réservant quelques dossiers. Il ne s'agit plus de parler des grandes réformes de l'État, mais de se réserver quelques dossiers où elle estime avoir une légitimité. C'est ainsi qu'on sait, par exemple, que des loges ont été très actives et des francs-maçons ont été très actifs pour le vote de la loi sur la contraception ou pour le vote de la loi sur l'avortement. On citait tous à ce moment-là l'exemple de Lucien Neuwirth, parce que Lucien Neuwirth s'est imposé dans la lutte pour la libéralisation de la pilule. On s'est mis à dire, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui a défendu ce projet? Alors d'autres nous ont dit, parce que le projet avait été inscrit à l'ordre du jour des travaux de la maçonnerie dans les années précédentes. Bon, c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on s'est tous mis un peu, tous les journalistes, on s'est mis à découvrir la franc-maçonnerie, pour ceux d'entre nous qui ne la connaissaient pas, et à parler de ça. Les médias, après 2 décennies d'oubli, vont faire de la franc-maçonnerie un sujet de presse récurrent, poussant l'institution à jouer le jeu ambigu de la communication. Je m'engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais pu voir ou entendre, pouvant intéresser l'ordre, à moins que j'en ai reçu l'autorisation. Les francs-maçons cherchent aussi à revenir dans le jeu politique. À gauche, Charles Hernu, membre du club des Jacobins, décide d'aider François Mitterrand qui n'a plus ni parti ni tribune. Il y a eu, si vous voulez, dans les années 70, un certain nombre de maçons de gauche qui ne se sont pas satisfaits du Parti socialiste tel qu'il était et qui ont constitué des clubs ou des formations politiques comme la Convention des institutions républicaines parce qu'ils avaient le sentiment que celui qui répondait le mieux à leurs aspirations philosophiques, maçonniques, politiques, à leur sensibilité, etc., c'était François Mitterrand, et qu'ils ont voulu l'aider à accéder au pouvoir. Le club des Jacobins était un club qui a beaucoup aidé François Mitterrand à titre personnel, mais aussi dans la création de la Convention des institutions républicaines. On a fait c'est une fédération de clubs. Et là, il est vrai que les gens qui s'occupaient de cela, ils étaient tous maçons au départ. François Mitterrand va maintenant pouvoir jouer sur les réseaux maçonniques au sein du Parti socialiste et en conquérir la direction. François Mitterrand, par les positions qui avaient été les siennes, par les combats qui avaient été les siens, etc., présentait toutes les garanties de républicanisme et de laïcité qu'il fallait, ce qui n'était pas le cas de Michel Rocard. Donc, effectivement, en 81, les maçons, enfin certains d'entre eux en tout cas, à gauche, ont plutôt penché en faveur de François Mitterrand. Mai 1981. François Mitterrand est élu président de la République sur un programme politique de 110 propositions censées changer la vie. Pour les francs-maçons qui l'ont soutenu, c'est un retour en grâce.
Les 110 propositions sont toutes nourries du projet socialiste et de la main de François Mitterrand, et bien évidemment, la plupart sont issues des idées qui avaient été données dès le début des années 70 par les loges. Par contre, il y a un modus vivendi sur le fait que les idées qu'on donne, c'est des idées qu'on applique si on gagne. Quand je suis devenu ministre, le programme que j'avais, c'était une quinzaine de points qui faisaient partie des 110 propositions du président de la République, de François Mitterrand. On avait préparé ça. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand pour que les socialistes fassent entrer dans leur gouvernement ou placent à la tête de services importants un certain nombre de francs-maçons, sans que pour autant il s'agisse d'un recrutement dans la franc-maçonnerie, mais plutôt d'hommes de gauche, membres du Parti socialiste, et qui sont en même temps membres de la franc-maçonnerie. Il y a eu une petite embellie en 1981, puisqu'on est monté à 90 députés sur 577 qui étaient francs-maçons, dont 50 dans le seul groupe du Parti socialiste. Donc il y a eu une petite embellie en 81, au point d'ailleurs qu'on a eu le sentiment que, effectivement, François Mitterrand avait donné un essor au pouvoir maçonnique. Le grand maître de la Grande Loge de France, Jean Verdun, m'a confié que le Grand Orient, d'ailleurs, ne se sentait plus. Il avait les chevilles qui avaient triplé de volume. Ils avaient le sentiment que, dès lors, ça y est, c'était une renaissance du Grand Orient au sein de la République et que pas une loi ne devait être adoptée à l'Assemblée sans être passée par l'obédience Grand Orient. L'école laïque, le grand combat de la franc-maçonnerie. En 1983, Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, défend un texte de loi visant à supprimer l'aide financière de l'État aux écoles privées. Alors je crois qu'il est indéniable que le texte sur le grand service public unifié d'éducation nationale était un remerciement, un cadeau, un retour d'ascenseur à la franc-maçonnerie. Savary a été a porté ce texte qui faisait partie des 110 propositions, que ça s'est très mal passé, que Monseigneur Lustiger a mobilisé plus d'1 million de gens dans la rue. Voyant la situation, le président Mitterrand, je me souviens très bien, nous a dit quand il y a 1 million de gens dans la rue qui ne veulent pas d'un texte, on retire le texte. Les francs-maçons cherchent toujours à comprendre pourquoi ils ont échoué en 1983. Ce sujet n'est toujours pas passé. C'est la petite histoire qui ne passe pas, une aigreur permanente. Pourquoi, alors que sur le terrain politique, les idées maçonniques portées par la gauche avaient obtenu la majorité à l'Assemblée, l'élection de François Mitterrand, l'abolition de la peine de mort, la libéralisation des ondes, de la radio-télévision, tout le programme y était passé. Et sur ce terrain-là, qui était le cœur du message de la fin de la guerre avec l'Église catholique, non seulement ça ne passait pas, mais en plus la révolte d'une partie importante de la population transformait la tentative en désastre politique, en même temps d'ailleurs que c'était l'interruption de l'ensemble des réformes. 83, hein, c'est la fin de 81 et c'est le début de la gestion de la crise. Et je crois que là, la maçonnerie est soudain entrée dans une phase qui l'a amenée à sa grande crise de 1995, c'est-à-dire à quoi on sert. Dans les années 2000, la franc-maçonnerie cherche une nouvelle place dans le débat public. Elle sera désormais à découvert et le pouvoir politique s'autorise à la consulter. Mesdames et messieurs les grands maîtres, mesdames, messieurs, je suis heureux de recevoir aujourd'hui les représentants d'une tradition philosophique qui a pris une part si importante en France et dans le monde à l'élaboration et à la diffusion des idées républicaines. Au moment de l'affaire du voile islamique dans les écoles, la franc-maçonnerie, vigie de la laïcité, revient au premier plan. Beaucoup de maçons étaient favorables à la loi sur le voile à l'école pour protéger nos enfants de ce qui était utilisé comme un élément de religion et comme un bélier
pour enfoncer essentiellement des principes républicains. Et nous partions du principe que nous souhaitions absolument, et coûte que coûte, protéger les consciences en formation, notre jeunesse, de toute influence extérieure, essentiellement religieuse. De toute façon, c'est un sujet qui est devant nous. L'application, la préservation de la laïcité dans notre façon de vivre ensemble. Donc la maçonnerie aura un cheval de bataille, quoi qu'il arrive à l'avenir, sur ce sujet. Par un étonnant paradoxe, plus la franc-maçonnerie a perdu de son influence réelle sur le pouvoir, plus son influence fantasmée est montée en puissance. Comment va-t-on faire croire aujourd'hui que dans une France de 65 millions d'habitants, les 120 000 maçons répartis en 12 obédiences qui n'arrêtent pas de se tirailler entre elles dirigent ce pays? Alors, le nombre de parlementaires francs-maçons, Assemblée, Sénat, Parlement européen, est d'environ 10% de l'effectif, c'est-à-dire il y a environ 1 millier de parlementaires tout compris, ça fait à peu près 10% de l'effectif. Aujourd'hui, le pouvoir n'est plus dans les obédiences. Il est dans la République, dans les partis politiques qui font, depuis la Ve République clairement, mais même forcément depuis la 4e, le pouvoir républicain. Je sais bien que quand la gauche affronte la droite, il y a des francs-maçons partout. Donc si c'était si facile, si c'était un réseau, il n'y aurait pas de gauche, il n'y aurait pas de droite, il y aurait les francs-maçons et les autres. C'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Pourtant, la franc-maçonnerie se porte bien. Le Grand Orient de France et la Grande Loge nationale de France se livrent à une véritable concurrence. Alors, la franc-maçonnerie n'est-elle qu'une boîte à idées? Une gardienne du temple républicain? Où se situe aujourd'hui le pouvoir maçonnique? La franc-maçonnerie aujourd'hui encore possède de nombreux fiefs, de nombreux lieux de pouvoir dans lesquels elle est très influente et qui sont quelquefois des lieux où s'exerce le pouvoir régalien. Je pense au ministère de l'Intérieur où en gros on peut dire qu'un commissaire de police sur 4 et à l'échelon du dessus, un contrôleur général sur 2 est franc-maçon. Elle progresse essentiellement dans les milieux d'affaires que sont les chefs d'entreprise, les cadres supérieurs d'entreprise, éventuellement les notaires, les avocats. Et là, effectivement, ça déplace le pouvoir politique. C'est plus le pouvoir politique traditionnel, mais c'est le pouvoir politique au sens sociétal, économique. Il y a également toutes les entreprises publiques ou ex-publiques, c'est-à-dire EDF, La Poste, Air France, mais aussi les banques ex-nationalisées, tout le secteur mutualiste, où les réseaux francs-maçons jouent un rôle considérable. S'organiser en réseau, ça ne veut pas dire être un réseau qui prend un pouvoir ou qui va mettre la main sur tel homme politique ou sur tel président de la République. Moi, je vous prends un exemple. Mon père a été grand maître du Grand Orient. C'était un homme d'influence, c'était un homme convaincu, et qui, je crois, a appliqué dans son entreprise sa vision maçonnique, de solidarité, et puis ça tombait bien, puisque la structure coopérative ou mutualiste répond parfaitement aux objectifs maçonniques de travail en commun. Il se trouve qu'il était de la promo de Sciences Po de Chirac. Sophie Coignard dans son livre d'ailleurs, et puis c'est connu de tous, on dit chaque président de la République avait son grand maître, et on dit Barouin était le grand maître de Chirac. C'était d'abord des amis, qui partageaient ensuite des valeurs certaines sur certains points, qui étaient en opposition sur d'autres, qui se comprenaient. Il se trouve qu'ils se connaissaient bien et depuis longtemps. Il se trouve que l'un a été Premier ministre et l'autre a été grand maître du Grand Orient. Il se trouve que c'était précieux pour le grand maître du Grand Orient de dire au Premier ministre, ben voilà ce que l'on dit dans les loges, voilà les sujets sur lesquels il nous semble important. Exemple, l'école publique et le grand débat du début des années 80, sur lequel la maçonnerie est montée en première ligne, nécessite de bien réfléchir à l'évolution de la société. Et le Premier ministre Chirac, lui, était certainement intéressé par non pas par ce qui se passait dans les loges, ou qui faisait quoi, mais par les éléments qui irriguaient les débats, pour bien comprendre aussi quelles étaient les mesures publiques à prendre. À partir du moment où c'est mystérieux, où c'est secret, ça génère des fantasmes. Et les fantasmes potentiellement intéressent, font vendre. Et je pense que si on montrait les choses de façon beaucoup plus transparente, comme ça se fait notamment en Angleterre, ce ne serait pas bardé de mystère, bardé un petit peu de soufre, comme vous le dites. Ça ne correspond en rien à la réalité, mais c'est vrai aujourd'hui que c'est toujours cette image-là qui est véhiculée autour de la maçonnerie. Et je crois aussi que la franc-maçonnerie a tout intérêt à jouer
cette clarté, cette transparence, à rendre compte aussi de ce qu'elle sait faire. Il y a eu des époques où les choses ont été plus transparentes, plus claires. Il est évident notamment que les textes, notamment avec Henri Caillavet, ont été des textes inspirés par la franc-maçonnerie, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ? Quand on voit notamment des grands sujets de réflexion comme la laïcité, sont des thèmes qui sont au cœur de ce que peuvent être les idées maçonniques. Mais une chose est certaine, encore une fois, de publier les travaux, de rendre compte de ces travaux, ça me semble aller dans un sens nécessaire.